Allez, je vous propose qu'on commence. Ça va faire venir les retardataires. Je voulais dans un premier temps déjà me présenter. Bonjour à tous, je suis Sandrine Beaufils. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la déléguée générale d'Axiel. Nous organisons régulièrement chez Axiel ce genre de rendez-vous. Donc aujourd'hui, c'est avec Jean-René Lequépès, qui est le directeur adjoint du CE Leti et qui a plein de choses intéressantes à nous apprendre. Je vais peut-être commencer par vous présenter un petit peu Axiel de manière très rapide pour que, d'une part, ceux qui ne nous connaissent pas en sachent un petit peu plus et d'autre part, ceux qui nous connaissent ne perdent pas trop leur temps. Donc, Axiel existe depuis 2013, a été créé en 2013. C'est le fruit de regroupement de 4 autres syndicats. Donc c'est 2013, mais en même temps avec un historique qui date d'au moins depuis 1951. Aujourd'hui, c'est 120 adhérents pour 8,5 milliards de chiffre d'affaires, 243 sites répartis un petit peu partout en France, 31 000 emplois directs, il y a à peu près 70 000 d'indirects, et 7 000 emplois en R&D qui ont été comptés fin 2022. Alors, les marchés de l'industrie électronique, en même temps, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. On adresse tous les marchés, que ce soit ordinateur, transport, mobilité, énergie, IoT, défense, aérospatiale et nucléaire, agriculture, etc. et bien d'autres. Donc, évidemment que Axiel regroupe les fabricants de composants et systèmes pour l'industrie électronique. Donc, nos fabricants adressent tous ces marchés, bien évidemment. Axiel, les actions d'Axiel, déjà en interne, on va avoir des commissions qui vont traiter de sujets qui sont plutôt transverses, qui vont avoir un intérêt commun à l'ensemble des membres. Par exemple, on va avoir la commission HSE ou la commission Affaires sociales. Donc, on va regrouper les RH et dans la commission HSE, on va parler REACH, ROHS ou PIFAS. On va avoir également des clubs et des collèges qui sont sectoriels. Donc là, on va plutôt suivre le marché français par famille de produits pour en appréhender les différentes facettes. Et puis, on a quelques groupes de travail ad hoc, donc, qui ont plutôt une vocation temporaire, qui permettent de travailler sur un sujet bien précis, comme le baromètre ou la cartographie d'Axiel. À l'extérieur, on va mettre à disposition des rapports, des études sectorielles ou des données qui peuvent, des données chiffrées conjoncturelles. On va privilégier certaines publications émanant de laboratoires comme le CELETI par exemple, ou des centres de recherche ou des pôles de compétitivité. Et puis, on va organiser aussi des événements comme notre journée technique de l'électronique, qui est un événement qui existe depuis, on a fait cette année notre 14e édition. On fait aussi des accès petit-déj un petit peu partout en France. On en a un cette semaine à Rousset, juste à côté d'Aix-en-Provence. Donc vous pouvez venir nous rencontrer à ce moment-là. On a également la journée électronique de puissance qu'on organise à Lille et on fait des partenariats avec d'autres pôles de compétitivité ou d'autres salons. La vision d'Axiel, c'est que l'électronique française soit plus forte et qu'elle soit reconnue pour ses potentiels, que ce soit dans les enjeux de transition énergétique et environnementale, d'emploi et formation et de souveraineté industrielle. Pour ça, les missions qu'on s'est données, dynamiser et fédérer l'ensemble des acteurs de l'industrie électronique, promouvoir et défendre l'industrie électronique française et européenne, développer les initiatives et les synergies entre adhérents et avec les filières amont et les filières aval, très important. Être force de proposition auprès des instances publiques, qu'elles soient nationales ou internationales. Soutenir l'innovation et les échanges avec les universités et les laboratoires, comme on fait aujourd'hui. Renforcer la visibilité de nos adhérents et stimuler l'ensemble de la chaîne de la formation professionnelle. Pour ça, on a une équipe de 2 permanentes, donc moi-même et Chloé Couturet, notre assistante de direction, et nous sommes soutenus par un bureau avec 7 membres, dont notre président Stéphane Martinez, qui est le directeur d'Esté à Tours, dont notre trésorier, donc José Berriot, qui est chez Soitec, dont Arnaud Pontieux, notre premier VP pour la société TDK, etc. Donc c'est 7 membres qui représentent, qui nous aident au niveau du bureau et qui préparent le travail pour notre comité directeur. Il y a 25 membres et je vous ai épargné les 25 noms de ces personnes qui sont très présentes et qui nous aident.
Voilà, en quelques mots, si vous voulez avoir un petit peu plus de renseignements, vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, à nous appeler également, et on répondra avec plaisir à toutes vos questions. Mais on n'est pas là pour ça, on est là aujourd'hui pour donner la parole à Jean-René Lequépez, donc directeur adjoint du CEA-Leti, qui va aujourd'hui nous parler d'électronique durable. À toi, Jean-René. Alors, pour les questions-réponses, Jean-René, comment veux-tu faire? Est-ce qu'on attend la fin? Est-ce que vous les écrivez et puis on y répond à la fin, ou est-ce que c'est au fur et à mesure de la présentation? Pour moi, comme vous voulez. Mais il faudra Voilà. m'interrompre parce que comme je regarderai mes slides, je ne regarderai pas les... C'est moi qui donnerai la parole dans ces cas-là. Là, je partage. Vous voyez mon écran? Parfait. Très, très bien. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, Non, là, on ne voit plus. vous voyez Voilà, plus? là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est revenu. Donc, merci Sandrine pour l'introduction et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, là, je vais vous parler d'une vision que l'on a de proposer des pistes pour améliorer considérablement l'efficacité énergétique. Donc, les gagnants, comment gagner 3 décades. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous présenter. Donc, juste un petit mot sur qui nous sommes. Donc, je ne vais pas clarifier, mais c'est juste pour dire qu'on est deux instituts du CEA-Leti et du CEA-List travaillant dans la même direction. Donc, d'apporter des solutions à la fois matérielles et logicielles pour adresser les enjeux du semi-conducteur. Voilà. Donc, je ne sais pas pour faire de la publicité du Leti, donc je passe ces transparents-là généraux. La première question est arrivée, Jean-René. Est-ce que les slides pourront être distribués? Les slides pourront être distribués. Parfait, merci beaucoup. Les slides pourront être distribués. Donc voilà. Donc là, vous avez la cartographie, mais on n'y revient pas. Hein. Donc, on est des gros instituts, hein, donc avec des moyens pour adresser des visions globales et avoir des programmes de R&D ambitieux, hein, avec des équipements à l'état de l'art et des moyens très très lourds. Donc voilà. Donc voilà, vous voyez le centre du CEA Grenoble, donc et de Leti Ménatech, donc avec toutes les plateformes que l'on a, 200, 300 mm au niveau semi-conducteur et toutes les technologies qui sont nécessaires pour aller dans cette direction, y compris la conception de circuits, la photonique, la cybersécurité, la caractérisation, les micro- et nanotechnologies pour la santé. On a un hôpital de recherche, Kinatech, dans lequel on a fait marcher un tétraplégique et sur lequel on a des excellents résultats sur Parkinson. Des composants de puissance, des systèmes de puissance, des microsystèmes et des capteurs et des actionnaires. Donc voilà, en bref. Donc, ce que l'on recherche, c'est avoir un monde digital qui sera compétitif en performance et en coût, qui sera sécurisé, qui sera éthique, qui sera soutenable pour la planète et en ligne avec nos valeurs, donc nos valeurs européennes. Donc aujourd'hui, la digitalisation s'accélère à la fois sur notre économie globalement, et on a besoin donc de travailler à deux enjeux. Donc un enjeu sur le challenge de l'efficacité énergétique, un enjeu sur une électronique soutenable pour la planète. Pour ce faire, on a besoin de travailler en termes d'innovation à 3 niveaux, donc sur de nouvelles technologies issues de ce monde semi-conducteur, dans le domaine des circuits et des architectures électroniques des puces, et au niveau système, algorithmes et outils EDA, et j'inclus dans les outils EDA tout ce qui est System Technologic Optimization et Design Technologic Optimization. Ce qu'on envisage, c'est un gain en efficacité énergétique d'un facteur 1000 en 2032, donc pour les chips et les systèmes électroniques. Donc voilà, donc ensuite, on a affaire à de liges de données et puis d'une demande énergétique croissante, donc pour traiter ces données et les transformer donc en services utiles pour la planète. Donc voilà. Et donc quelques chiffres clés. Donc en 2024, une population mondiale de 8,2 millions d'euros, un nombre d'utilisateurs Internet de 5,35 milliards d'habitants, donc 60% étant équipés de moyens d'accès à Internet, 6,4 mobiles, et puis un trafic Internet qui n'arrête pas de croître, donc 33 exabytes par jour, donc c'est énorme. Et ces données doivent être transformées en services et stockées dans les ordinateurs et dans les data centers. Donc aujourd'hui, vous voyez cette explosion de données, donc en zettabytes, et on atteint l'ère du Iota era, donc 10 puissance 24. Et donc vous voyez qu'en 2035, 2140 zettabytes sont attendus.
une croissance exponentielle assez foudroyante. Et puis, ce qui est important de noter, c'est que 90% des données sont générées par des machines en 2025 contre seulement 44% en 2018. Donc, les machines vont continuer à générer de plus en plus de données et ce 90% va continuer à monter, hein, puisque nos machines, nos téléphones, nos voitures autonomes, etc., tout ce qui nous entoure génère de la data. Donc, ces données, avec 30 milliards d'objets connectés en 2030, utilisant différentes solutions de capteurs et de calculs embarqués et d'intelligence artificielle, vont nous permettre de faire des habitats plus intelligents, des smart cities, aller vers une agriculture de précision, aller vers une santé personnalisée, aller vers des usines 4.0 ou 5.0 et gérer donc les réseaux électriques. Et tout ce qui est Internet des objets, l'IA et puis les jumeaux numériques vont nous permettre de mieux gérer nos usines et d'optimiser l'usage des matériaux bruts et de l'énergie, de gérer des sources de production donc décentralisées et intermittentes, de concevoir donc de nouveaux matériaux et de nouveaux médicaments. C'est juste pour donner quelques exemples. Donc, pour cette collecte de données et pour pouvoir traiter les données, il faut d'abord les collecter. Et là, le monde des capteurs va jouer un rôle important pour s'interfacer avec le monde physique qui nous entoure. Une fois qu'on a collecté ces données, il faut les transmettre à des unités de calcul. Il faut ensuite les stocker et faire du traitement élémentaire sur ces données. Et ensuite, il faut l'exploiter. Et l'exploitation sera faite dans un continuum de calcul qui va du edge au cloud, pour aller du deep edge, ce qu'on appelle les senseurs, les capteurs, au edge AI, typiquement le calculateur de la voiture ou la set-top box de la maison, et les AI dans le cloud. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a besoin des AI pour se passer des 50%, ce qu'on appelle les dark data, des données qui sont temps réel et qui sont jamais réexploitées et qui sont pourtant sauvegardées aujourd'hui. Et on doit aller vers une logique où 80% des données seront traitées localement, on y reviendra au niveau Edge en 2030 contre 20% seulement aujourd'hui. Donc il va y avoir un basculement très fort donc, dans les 5 prochaines années. Vous voyez ici de la consommation électrique des technologies de l'information et de la communication en terawatt-hour, avec beaucoup de choses qui arrivent, hein, le machine-to-machine, le véhicule autonome, la blockchain, le génomique, les crypto-monnaies, du HPC, des jeux, l'espace, les écrans de télévision 4K, Generative AI. Et on voit que cette explosion d'énergie, elle va nous amener vers, aujourd'hui on est autour d'un 4%, elle va nous amener vers un 14%. Donc les chiffres sont parfois même plus élevés que ceux-là. Donc j'en donne également un deuxième ici. Donc vous voyez que là, selon cette estimation-là, vous voyez qu'on va atteindre 21% donc, de consommation électrique. Ce qu'il faut voir, c'est que la partie consumer et la partie information communication technology n'augmentent pas trop. Ce qui augmente, c'est les data centers, et ce qui augmente, c'est les réseaux sans fil et câblés. Donc globalement, et ça, c'est les transmissions de données qui consomment énormément et les data centers qui consomment énormément pour traiter nos données. Donc tout le monde est d'accord, et les quatre patrons, par exemple, d'AMD, de Nokia, de OpenAI et de NVIDIA, sont tous unanimes, c'est-à-dire il y a un problème énergétique et l'efficacité énergétique est le premier de leur challenge. Et donc c'est la première source de problèmes à traiter dans le domaine des composants et de semi-conducteurs. Donc vous voyez ici, dans ce graphe, c'est le cycle 2022-2026, hein, c'est l'évolution donc de l'électricité donc dans certaines régions. Et les points noirs, ce sont les demandes liées aux data centers. Donc vous voyez par exemple qu'aux États-Unis, donc aujourd'hui, vous êtes à peu près à 6% donc, de consommation des data centers, le point noir qui est là-haut. Par contre, si vous regardez en Irlande, si on regarde sur le graphe de droite, vous atteignez un peu plus de 28%, donc 30% à peu près, de consommation donc d'électricité, donc juste pour les data centers. Donc c'est énorme et ça commence à poser des questionnements donc, pour savoir si ces data centers ne sont pas trop gourmands en énergie et sont tous capables d'apporter des services ou s'il n'y a pas un moyen plus efficace de traiter les données.
on y reviendra. Donc, il y a deux façons de voir les choses, c'est-à-dire il faut travailler au niveau de la production de tous les devices électroniques que l'on a sur nous, smartphones, mais également toutes les set-top box, etc., les télévisions, les produits électroniques de façon générale, qui consomment à peu près 37% de l'énergie lors de leur fabrication. Et 63% de l'énergie est consommée pendant l'usage de ces composants et durant leur durée de vie. Donc en fait, on voit que c'est un tiers, deux tiers, donc quelque part. Donc ça dépend un peu du type de device et du type de système électronique, mais la phase de fabrication et la phase d'utilisation pendant la durée de vie de l'objet sont également importantes et on reviendra là-dessus. C'est le Shift Project de M. Jancovici qui donne ces chiffres-là. Donc l'innovation va être clé pour aller vers un monde électronique où la consommation sera plus faible et qui va limiter donc l'impact environnemental donc des puces et des systèmes électroniques pour la planète. Donc une fois qu'on a posé le problème, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc basé sur le fait que l'énergie et l'efficacité énergique, une électronique soutenable est une initiative qui est majeure et qu'on doit adresser ce défi-là, en tant que centre de recherche, le CEA-Leti a décidé de lancer un flagship, donc un projet très ambitieux sur ces initiatives-là. Donc ce projet, il s'appelle Resolve, donc for Greener Electronics and Greener Chips. Et Resolve, ça veut dire Reducing Energy Consumption for Sovereignty and Leadership in Value-Added Electronic Product. Et on vise un gain d'efficacité énergétique d'un facteur 1000 en 2032. Donc pour ce faire, on a identifié donc 15 technologies. Donc vous les voyez listées ici sous forme de 3 lignes. Une ligne sur les nouvelles technologies du semi-conducteur. Donc on voit de nouvelles mémoires, donc soit des mémoires embarquées, soit des mémoires standalone, donc type DRAM ou autre. Des intégrations 3D, donc puisque au lieu de faire des circuits en 2D, on va utiliser la troisième dimension de plus en plus. Des co-packages optiques pour passer au monde optique, puisque les communications électriques atteignent leurs limites. Toute la boîte à outils des technologies pour le calcul, donc le CIFET, le GA, le Gate-All-Around, le Fully Liquidated SOI, les matériaux 2D, la boîte à outils 3D monolithique, on y reviendra tout à l'heure, les liens optiques, les liens radiofréquences, donc à base de photonique, à base de LED ou à base de communication dans des bandes millimétriques. Et puis les composants de puissance, puisque vous savez qu'on perd beaucoup d'énergie dans les convertisseurs de puissance, et donc il faut déposer de nouveaux composants de puissance et des nouveaux converteurs pour aller vers des solutions AC/DC ou DC/DC très efficaces. Le deuxième volet, c'est les circuits et les architectures en rupture. Donc on pense à des nouvelles interfaces on-machine. Vous savez que les écrans consomment énormément, donc globalement, c'est souvent une source de vider des batteries, ou les télévisions qu'on laisse allumer dans une salle de réunion, ça consomme énormément. Des nouveaux paradigmes de calcul, donc pour sortir des architectures de von Neumann traditionnelles, donc soit du neuromorphique sur imitation du cerveau, soit de l'analogique, soit du quantique, soit aller vers des ASIC beaucoup plus dédiés, mais garder une forme de versatilité, on y reviendra également. Éviter de bouger les données, et on y reviendra, bouger les données, ça consomme énormément. Et puis l'aspect système, algorithme et outils EDA, de façon générale, pour aller vers des capteurs intelligents, on y reviendra également. Aller vers de nouveaux algorithmes, plus frugaux en données et plus frugaux en énergie. Le sustainable électronique, on y reviendra également, et faire de l'IA, donc utiliser de l'IA au maximum dans les outils, faire du system technologique optimization, faire des application technologique optimization, et la cybersécurité de bout en bout devient prioritaire pour beaucoup de marchés et beaucoup de clients. Donc les marchés adressés par Resolve, ils sont très larges, hein, pour en citer quelques-uns, vous les voyez ici, donc les gros marchés, l'automobile, l'aéronautique, les télécoms, les smart data centers, la défense, le new space, l'industrie 4.0, 5.0, la biomédecine, les dispositifs médicaux, l'agriculture de précision, l'Internet des objets avec des capteurs et des actionnaires, et puis des interfaces en rupture. Hein. Typiquement, on pense aux lunettes, aux casques de réalité virtuelle, et une nouvelle façon d'interagir avec les objets qui nous entourent. Donc, compte tenu du temps imparti, je vais présenter que quelques boîtes qui seront illustrées donc en blanc ici.
Par contre, je suis à votre disposition, à la disposition de vos équipes, donc pour donner plus de détails, bien sûr, sur tout ce qu'on fait et pourquoi cette logique de projet Resolve est pertinente et va donner de bons résultats. Donc, j'attaque d'abord sur la première partie, sur les briques techno, donc sur les nouveaux. Et comme je vais illustrer donc des exemples avec ce qui sort de nos salles blanches. Nous n'avons pas le son, Jean-René. Non. C'est pas le son. Hein. Mais on n'a pas le son, Jean-René, de la vidéo. Oh, c'est pas grave. T'entends? Je t'entends, toi, oui, mais on n'entend pas le son de la vidéo. Quand on partage le contenu, en général, il faut cliquer sur activer le son. Il y a une petite icône inclure le son. C'est pas grave. Merci. Le silence. Allô? Oui. Vous entendez là? Non, pas de son. Pas de son. Il aurait fallu que tu, effectivement, en partageant ton écran, tu inclues le son de ton ordinateur. Mais ça consomme moins d'énergie, c'est pas plus mal. Alors, quelqu'un a mis la vidéo en commentaire, donc vous pourrez la regarder peut-être un petit peu plus tard si vous La prenez. vidéo est intégrée dans les slides, donc vous pouvez la regarder. Ah oui. Vous ne perdez pas grand-chose si vous avez la traduction. Donc voilà, si vous n'avez pas la musique et la traduction, c'est très bien. Voilà, vous m'entendez à nouveau? Tout à fait. Voilà, donc on va passer sur les mémoires. Donc vous voyez, donc il y a différents types de mémoires qui arrivent, hein, des mémoires ce qu'on appelle non volatiles, qui sont insérées au-dessus des transistors dans ce qu'on appelle l'interconnexion métallique. Donc globalement, des mémoires qui utilisent différents principes physiques, hein, la mémoire à changement de phase, la mémoire ferroélectrique, donc on y reviendra, les mémoires CBRAM, les mémoires flash, etc. Donc globalement, on voit que ces mémoires adressent différents types de missions et les paramètres importants, ce sont les, les, les consommations électriques pour les programmer, la vitesse d'écriture, l'endurance, la rétention, le niveau de masque de lithographie qui donne l'impact sur le coût. Donc vous voyez que là, par rapport à une flash que vous connaissez tous, si on utilise les mémoires ferro-RAM à base de HFO2, vous avez un gain de réduction d'écriture de la mémoire d'un facteur 20 000. Et vous avez aujourd'hui des endurances qui sont élevées, donc 10 puissance 11, et qui permettent donc de faire des mémoires très low cost
puisque vous voyez, il n'y a que 2 niveaux de masque supplémentaires. Donc, ça ne coûte pas beaucoup d'argent de remettre ces mémoires donc au-dessus des transistors. Et vous avez une consommation et une vitesse d'écriture également qui est importante, parce que vous voyez, on est à 40 nanosecondes à 2,5 volts. Donc voilà, donc ça c'est le premier point. Une nouvelle façon également de concevoir l'électronique, c'est d'utiliser la 3e dimension. Hein, c'est comme dans une ville, quand vous voulez mettre plus de personnes, et dans une puce, quand on veut mettre plus de puissance de calcul, donc plus de transistors, l'idée, c'est plutôt que de s'étaler en horizontal, c'est s'étaler en vertical, donc pour avoir des interconnects beaucoup plus courts entre puces et de bien meilleures performances. Donc, on a 5 solutions qui sont développées au Leti pour faire ce genre de choses. L'intégration séquentielle 3D, j'y reviendrai. L'hybrid bonding, donc pour coller 2 wafers sur wafer, donc des plaquettes de silicium sur plaquettes de silicium, ou des puces sur wafer, donc avec des pitchs, vous voyez, d'1 micron, donc avec des résolutions très faibles, et avec des possibilités de faire de l'auto-assemblage pour que, quelque part, ces systèmes soient le plus efficaces possible et le plus collectif possible. On a également des active interposeurs, donc des interposeurs sur lesquels on va mettre des puces, qu'on appelle des chiplets, par exemple, qui vont faire une fonction donnée. Et ces interposeurs peuvent avoir des fonctions, par exemple, de passifs intégrés, des fonctions de DC-DC, des fonctions de liens photoniques, puisqu'on peut faire des interposeurs photoniques. Puis vous avez du package au niveau des wafers eux-mêmes, donc qui peuvent être faites, donc du wafer level packaging. Et puis vous avez bien sûr du packaging que vous connaissez mieux, c'est-à-dire le packaging au niveau des composants unitaires, une fois qu'ils sont découpés, pour des environnements durs, pour des environnements et des modules de puissance, pour du packaging qui doit fonctionner à température cryogénique, donc pour le quantique. Et vous voyez que les dimensions varient du nanomètre au millimètre. Donc, une large bande de dimensions d'interconnect et de matériaux sont utilisés pour aller d'un composant élémentaire à un système complet. Ces technologies sont très bien maîtrisées en interne CEA, Leti, et on dispose de toute la boîte à outils. Donc, la boîte à outils nous a permis de réaliser, par exemple, ce genre de choses. C'est-à-dire, on a utilisé, au lieu de faire une grosse puce sur un système 2D, on utilise ce qu'on appelle des chiplets, donc des plus petites puces, donc, qui vont utiliser des technologies différentes en fonction de la fonction électronique qu'elles doivent implémenter. Donc, on a plusieurs avantages. Un gain de coût, puisque vous savez que le rendement des puces diminue avec la taille des composants. Donc, plus les composants sont gros, plus les rendements seront faibles. Donc, aller vers des petites puces améliore les rendements. Ça améliore également la fonction, puisque vous choisissez la technologie la mieux adaptée. Ça permet de faire un design plus modulaire. Donc, pour quelqu'un qui peut, je dirais, utiliser des chiplets standards, va pouvoir développer sa propre propriété intellectuelle sur un chiplet qui fait la différence pour son circuit. Donc, ça améliore le parallélisme, ça réduit la consommation, ça réduit le coût de design, ça apporte de la versatilité et de la scalabilité avec une approche très modulaire. Donc, sur un boudon de 200 mm², hein, c'est la surface à peu près d'un gros ongle, hein, on est capable de mettre la puissance de calcul de 10 laptops, donc 100 gigaopérations par seconde et 10 gigaopérations par watt. Donc, en faisant ça, donc, on améliore très grandement l'efficacité énergétique, puisque vous avez une efficacité énergétique qui est améliorée d'un facteur 10. Donc ici, c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'intégration séquentielle, c'est-à-dire vous voyez sur le dessin de gauche les premiers transistors en bas, donc des transistors qui sont fabriqués de façon standard et normale. On met 4 niveaux d'interconnexion, par exemple, dans l'exemple que vous voyez, donc de M1 à M4. Et puis après, on recommence à faire, je dirais, des transistors, donc sur une deuxième couche en front-end. Et ces transistors doivent être fabriqués à basse température, donc 450 degrés à peu près, pour ne pas faire fondre les intercos de cuivre qui sont les métal 1 et métal 4, et pas détériorer le transistor du bas. Par contre, ce transistor réalisé à bas budget thermique
doit avoir 100% des performances d'un transistor normal. Et après, on recommence donc à faire donc, la métallisation nécessaire pour router les signaux. Hein. Donc là, on peut empiler X couches, hein, comme ça. Et donc c'est des couches minces, hein, bien sûr. Donc, on n'a pas d'empilement de circuits, puisque vous savez, de circuits qui ne sont pas amincis, puisque vous savez que la plupart du temps, il faut une électronique de plus en plus flat. Donc, et là, on a fait le portage d'un cœur 32 bits RISC-V, donc pour montrer qu'on était capable de faire ça. Et on a une efficacité énergétique qui va jusqu'à un gain 10 donc en efficacité énergétique. Et ça a été publié pour ceux qui veulent voir des systèmes de... Voilà. Et le co-package optique, là, c'est quelque chose de très intéressant. Vous savez qu'on atteint les limites des interco électriques, donc il faut passer aujourd'hui à de la photonique, donc des photons, pour transmettre l'information. Donc ce que vous avez aujourd'hui en jaune sur les différentes puces, c'est les bus électriques, hein, les liens électriques, et en bleu, c'est les optical links. Donc vous voyez que la génération 1, c'est la génération qu'on a aujourd'hui. Sur un rack, on sort en lien photonique pour se connecter donc à l'armoire dans un data center. Dans un premier temps, on va mettre sur l'interposeur donc les optiques sur l'interposeur. Vous voyez qu'on va sortir en optique. Vous voyez que les communications bleues se sont mises sur la puce, sur le silicium interposeur, le vert. On va les mettre demain donc, dans le package de la puce. Donc, vous voyez, ça c'est le schéma, la génération 3. Et on va ensuite donc intégrer potentiellement ces co-packages optiques donc sur la puce, c'est la génération 4. Et puis après, on va intégrer les lasers en génération 5. Ça, c'est la roadmap de Broadcom qui, on ne sait pas exactement, mais va se finaliser en 2035. Hein, donc voilà. Et ça permet de réduire la latence d'un facteur 20 et de gagner, là encore, un gain d'efficacité énergétique d'un facteur 10. Donc ça, c'est une évolution majeure où les photons et les électrons vont se rencontrer de plus en plus et avoir des systèmes mixtes qui vont manipuler à la fois la lumière et les électrons, donc pour, je dirais, avoir des puces plus efficaces. Ici, vous voyez un exemple de... Pardon ? Pardon, j'ai une question. On a une question. Ces technologies sont-elles aussi maîtrisées par des leaders tels que TSMC? Quelles sont les avancées spécifiques et les axes originaux de recherche du LETI? Alors, aujourd'hui, on voit que tout le monde vient nous chercher pour ces technologies-là parce que tout le monde bute un peu sur les mêmes problèmes, hein, d'intégration et de co-intégration. Et donc, aujourd'hui, on voit beaucoup de clients qui viennent chercher chez nous. Donc, et c'est une certaine forme de fierté, hein, des solutions qu'ils n'arrivent pas à maîtriser en interne parce que souvent, ils sont très pris par la production des solutions standards qu'ils sont en train de développer. Typiquement, TSMC est extrêmement pris par produire les puces de NVIDIA à 2 nanomètres et donc un peu moins de temps pour s'occuper donc, de la préparation du futur. Donc, globalement, et on voit que c'est des solutions qui sont complexes parce que ça nécessite beaucoup de compétences très larges et très variées et qu'on ne retrouve pas forcément dans un environnement fonderie puisque ces gens-là n'avaient pas l'habitude de manipuler de l'optique. Hein. Donc, c'est quand même un nouveau monde. Et nous, on a la chance d'avoir un département optique de 350 personnes, un département composants électroniques donc de 500 personnes. Donc, on amène des ressources et des forces de frappe qui sont importantes et on travaille sur ces solutions-là depuis longtemps, avec des sociétés comme Saint-Hill, par exemple, qui ont été créées et qui aujourd'hui donc ont levé pas mal d'argent pour se développer et pour aller dans cette direction-là. Je ne sais pas si ça répond à la question. Écoute, apparemment, est-ce que Jean-Luc, tu peux nous dire si ça répond à ta question? Oui, c'est bon. La question est répondue. Vous voyez un PCB et puis un interposeur silicium sur lequel on a mis des mémoires HBM, des accélérateurs, des GPU et des fonctions de conversion entre électrique et photonique. Hein, c'est ce qu'on appelle le IC et le PIC. Et vous voyez que pour communiquer entre deux puces, c'est le pont qui est bleu, qui est rouge là dessus. On a deux solutions pour faire ça. On a la boîte à outils
Photonics Silicium, donc qui est une boîte à outils mature chez nous aujourd'hui, qui offre des débits élevés par fibre, avec des ordres de modulation qui sont importants. Donc, vous voyez que par fibre, vous obtenez 400, 800, 1600 gigabits par seconde avec du multiplexage sur 8 longueurs d'onde. Donc, on a des complexités de transceivers qui sont importantes. On a une latence moyenne. On a une efficacité énergétique de 3 à 5 picojoules par bit. Si on utilise des micro-LED GaN, c'est des micro-LED qu'on a développés également pour faire des displays, des écrans, et un matériau GaN qu'on a utilisé également pour faire des composants de radiofréquence et des composants de puissance. Donc globalement, avec ces micro-LED qui sont des nanophiles en GaN, on arrive à émettre par micro-LED de 1 à 4 gigabits par seconde en fonction de l'ordre de modulation qu'on choisit de faire. Ces micro-LED sont extrêmement petites, donc on peut en mettre beaucoup au millimètre carré, donc ce qui nous permet de monter jusqu'à du 10 terabits par seconde et par millimètre carré. On a une très faible latence et on peut atteindre une efficacité énergétique de 0,5 picojoules par bit. Donc c'est une solution en rupture qui, en termes de maturité, est en retard par rapport à la solution photonique, mais qui, là encore, requiert beaucoup d'attention des très gros du domaine. Donc l'efficacité énergétique, là, est améliorée d'un facteur 10. Ici, vous voyez un réseau sur puce, donc ce que l'on a mis donc, dans l'interposeur ici, là, c'est un réseau sur la puce, donc un optical network on chip, donc pour transférer donc les données, comme si vous aviez un réseau. C'est pas un bus électrique, c'est pas quelque part, c'est un routeur et avec un réseau sur la puce donc qui est développé. Donc c'est une première mondiale et globalement là encore on a un gain d'efficacité à peu près de 3,5 qui est obtenu. On va passer maintenant à la partie circuit et architecture en rupture, donc avec des nouveaux façons de calculer. Vous voyez ici que le CPU, par exemple, pour une opération sur du floating point, donc globalement, consomme 1690 picojoules. Si vous allez sur un GPU, vous consommez 140 picojoules. Et si vous allez sur une fonction fixe, vous consommez 10 picojoules. Donc, vous avez un gain extrêmement important à aller sur une fonction fixe et un ASIC pour obtenir un gain important d'une centaine. Et là, vous voyez, vous avez un exemple où vous avez 150 comme gain d'efficacité énergétique. Donc, l'enjeu, et on pense que l'IA va aller dans cette direction-là, vers des ASIC. Donc, mais pour que ça soit, je dirais, réalisable, il faut que les ASIC soient aussi versatiles pour pouvoir s'adapter à un certain nombre d'applications différentes sans perdre leur fonctionnalité et leur efficacité énergétique. Donc typiquement, si je prends un réseau neuronaux, les premiers étages sont toujours des corrélations, donc doivent être extrêmement optimisés en termes de consommation, et donc câblés au plus précis et optimisés en consommation. Les derniers étages sont les étages, ce qu'on appelle les classifieurs, qui vont déterminer la classe et dire quelle est la reconnaissance d'objets que vous cherchez à reconnaître. Et donc cela, il faut que ce soit cet étage-là, il faut qu'il soit un peu plus flexible pour pouvoir modifier les classes et pour pouvoir définir les classes et paramétrer les classes. Mais en allant dans cette direction-là, et c'est le choix aussi que font OpenAI aujourd'hui, la nuit dernière, OpenAI a refusé donc dorénavant d'acheter les puces de NVIDIA parce que économiquement et énergétiquement, ça consomme trop et ça coûte trop cher. Donc ils ont pris des solutions de Google qui sont des solutions à base d'ASIC, donc pour faire les traitements dans les data centers et faire tourner l'IA générative. Donc on sent un mouvement de fond qui va aller vers ces fonctions fixes, donc ces ASIC, mais un ASIC doit faire deux choses: garder son efficacité énergétique, mais avoir une part de versatilité, et puis diminuer le temps de conception des ASIC, parce qu'aujourd'hui, faire un ASIC complexe, c'est 3-4 ans de temps de travail, avec des grosses équipes, et il faut de plus en plus utiliser les technologies d'IA pour concevoir les puces. C'est ce qu'on a commencé à faire côté Leti, et a priori, ça donne de bons résultats. Donc, on est en train de pousser ce chemin-là. Ici, vous voyez de la même manière l'interconnexion. Vous voyez ce qu'on appelle la machine de von Neumann tout à l'heure, j'en ai parlé un petit peu. Vous avez une mémoire et une unité de calcul. Donc, vous voyez sur le côté, une mémoire et processeur. Vous prenez une donnée qui est dans la mémoire, je l'amène dans l'unité de calcul, je fais le calcul, je remets le résultat du calcul dans la mémoire. 90% de l'énergie consommée, c'est le mouvement des données entre l'unité de stockage et l'unité de calcul.
Donc, ce n'est pas le calcul qui consomme, mais c'est le mouvement des données qui consomme. Et là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des mémoires résistives, que je l'ai dit tout à l'heure, donc non volatiles, qui peuvent se mettre donc dans le back-end of line, donc dans l'interconnexion, donc au niveau des transistors, donc au niveau des circuits. Donc, et on peut faire le calcul beaucoup plus facilement donc, dans la mémoire. Et pour faire ça, il faut, je dirais, avoir les algos qui vont bien et dimensionner donc la taille mémoire nécessaire pour pouvoir, je dirais, gérer tous les accès mémoire, avoir un compilateur qui va nous permettre de compiler le code de calcul que l'on veut implémenter et avoir un scheduler qui fait que la donnée elle reste toujours dans la mémoire, elle est calculée en mémoire et on calcule sur les données en mémoire. Et là, vous avez un gain, une efficacité énergétique qui est important de gagner un facteur 10 là encore. Ici, vous avez l'image des systèmes biologiques. Donc, globalement, en ordonnée, vous avez l'efficacité énergétique du calcul, donc en gigaopérations par seconde et par watt. Et puis en horizontal, donc la performance de calcul, donc les gigaopérations par seconde. Vous voyez, les points blancs, ce sont les circuits existants. Vous voyez que le cerveau humain, qui consomme 20 watts, ben, quelque part, il a une bonne efficacité de calcul, d'accord, et une très bonne efficacité énergétique également. Donc, il fonctionne sous forme de spike, donc avec des neurones et des synapses. Donc, c'est l'équivalent, on va dire, de transistors et de mémoire, hein, pour faire simple. Donc, globalement, c'est une bonne efficacité, très largement au-dessus des circuits électroniques que l'on fait. Vous avez, sur l'autre échelle, donc l'abeille, le cerveau de l'abeille, où vous voyez que le cerveau de l'abeille, ben, quelque part, il a une performance de calcul qui est très faible. Donc, vous voyez qu'on a perdu 10 décades pratiquement par rapport au cerveau humain, mais une efficacité énergétique qui est bonne, largement supérieure donc, aux circuits électroniques. Donc, c'est une source d'inspiration pour le monde du semi-conducteur, de copier le vivant et de regarder comment le vivant fonctionne. Donc là, vous avez un exemple avec les synapses, les dendrites et les neurones. Donc, vous voyez, avec les dendrites, donc c'est assez compliqué, hein, mais quelque part, dans une architecture de von Neumann, vous avez le CPU qui est à l'extérieur de la mémoire, et c'est ça qui consomme énormément. Notre cerveau fait du calcul dans la mémoire et fait donc tout ça donc, de façon prémâchée. Donc voilà, et en consommant donc d'une consommation très très faible. Donc le cerveau, attention, n'est pas fait pour faire du calcul, c'est-à-dire si vous demandez une opération, une multiplication complexe, votre cerveau ne sera pas capable de la faire. Par contre, il est très bon sur certaines classes d'applications, comme par exemple classifier des objets, reconnaître très vite des ronds, des carrés, des triangles, en consommant très peu d'énergie, reconnaître des chats, des chiens, etc., en commençant des visages, reconnaître des visages, en consommant extrêmement peu d'énergie. Et on est en train, grâce aussi en interne CEA, on a toute une équipe qui travaille sur le cerveau, le fonctionnement du cerveau dans la recherche fondamentale, et on s'appuie sur eux pour comprendre le fonctionnement du cerveau et chercher à faire du mimétisme pour emmener ça sur des puces silicium. Donc c'est ce qu'on a fait là sur ces deux démonstrateurs, donc qui fonctionnent sur un mode spiking comme le mode de notre cerveau. Donc le premier Spirit, c'était on a fait juste un truc quick and dirty, on va dire. Hein. On n'avait mis que 10 neurones et 140 synapses. On avait une énergie par spike de 3,6 picojoules par bit, et ce circuit avait pour vocation à reconnaître donc des digits écrits à la main. Hein. Donc vous donnez des digits écrits à la main, il vous dit c'est un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, et quel que soit, bien sûr, il y a un apprentissage, quelle que soit la façon dont vous l'écrivez. On est passé à l'échelle ensuite avec un circuit plus complexe, avec 130 000 neurones, 75 millions de synapses, en utilisant notre technologie FDSOI 28 nanomètres et en développant donc tout le circuit. Et là, on est tombé à 0,5 picojoules par bit. Là, quand on regarde les performances, puisque c'était les questions tout à l'heure par rapport à l'état de l'art, quand vous voyez les circuits d'IBM ou les circuits d'Intel, ils sont plutôt à une trentaine de picojoules par bit. Donc on est vraiment très largement au-delà de l'état de l'art, grâce à notre partenariat avec la recherche fondamentale du CEA, qui nous a fait comprendre ce qu'il fallait faire et comment il fallait le faire. Ici, vous voyez, c'est, je dirais, la solution ultime pour le calcul dans la mémoire, dans lequel on a, je dirais,
utiliser des mémoires verticales, utiliser de l'empilement technologique 3D, utiliser des nanophiles stackés, donc ce qu'on appelle les gate-all-around, et on a le record mondial avec 7 nanophiles stackés, pour faire des circuits, des démonstrateurs et faire les outils logiciels qui sont nécessaires. Donc, et globalement, aujourd'hui, cette solution permet de faire du calcul très fortement parallèle dans la mémoire, et on a une efficacité énergétique qui est améliorée d'un facteur 100. C'est le résultat d'un projet ERC, donc les projets qui sont très sélectifs au niveau de la Commission européenne, obtenus à de nos feux. Vous voyez que ça a donné 12 brevets, 16 publications et 2 best awards sur ce projet-là. Ensuite, au niveau capteur et au niveau algorithme, je vais donner quelques exemples. Donc aujourd'hui, vous voyez les provisions qui sont données. Donc 20% aujourd'hui, en 2015, étaient traités au niveau edge des données. Et puis 80% des données seront traitées au niveau edge, donc en 2030. Un seul chiffre pour illustrer pourquoi il faut traiter au niveau edge. Si vous voulez transférer et stocker 1 gigabyte de données à travers Internet, vous allez consommer 5 kWh au lieu de consommer 1 million de fois moins, 5, 10, moins 6 kWh si c'est fait de façon locale. En plus, en bénéficiant de ce processing au niveau edge, vous réduisez la bande passante des réseaux nécessaires, vous obtenez une bien meilleure latence puisque vous n'avez pas envoyé des informations dans un cloud distant, vous réduisez drastiquement la consommation énergétique. Vous n'avez pas besoin d'avoir une connexion avec le cloud. Quand vous êtes dans un véhicule, c'est parfois compliqué, quand vous êtes dans une zone blanche ou quoi que ce soit. Et puis, bien sûr, ça protège vos données, puisque vos données ne passent pas dans le cloud et ne sont pas prises par les GAFAM. Donc, c'est quelque chose qui est important, vos données personnelles, mais également les données d'usine, les données d'un centre de recherche, etc. C'est pas judicieux de les envoyer dans le cloud pour être traitées, puisqu'elles sont sauvegardées ad vitam aeternam et on ne sait jamais comment elles sont utilisées. Ici, vous voyez, donc, je ne sais pas si vous voyez l'animation, là, c'est sous l'arc de triomphe, donc, où on a fait donc, des véhicules autonomes, et on a développé, donc, avec nos collègues du LIST, un explorateur de réseaux neuronaux qui prend en compte donc, la puissance de calcul, qui prend en compte la taille de la mémoire, qui prend en compte la précision des données, et qui prend en compte la consommation électrique. Et on a fait tourner ça pour des algos de perception de l'environnement, que sont des ADAS, donc pour les véhicules électriques. Et là encore, en sélectionnant clairement l'algorithme et en optimisant donc, la taille de mémoire, la précision des données, souvent on fait des calculs sur du 64 bits floquant. Bon, parfois 3-4 bits de calcul, ça suffit. Quand vous avez une mesure de température, la énième virgule après la virgule, vous n'en avez pas besoin, et un demi-degré près, c'est largement suffisant pour gérer votre clim et ajuster la température de la maison ou de la voiture. Donc voilà, je vais changer de domaine, je vais passer sur la partie fabrication, donc pour gagner en soutenabilité, pour gagner en souveraineté. Donc vous voyez la table de Mendeleïev ici, donc en blanc, c'était les éléments qui étaient utilisés dans les années 80, donc vous voyez qu'ils étaient très limités. En bleu foncé, c'est des éléments qu'on a rajoutés en 90, donc dans les années 90, ils étaient là encore limités à une poignée, 5 ou 6. Et dans les années 2000, là, les ingénieurs en semi-conducteurs se sont lâchés un petit peu, donc et ont introduit, je dirais, pas toute la classe Mendeleïev, mais presque toute, donc globalement. Et ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est qu'uniquement 15% de ces éléments sont recyclés donc, par l'industrie du semi-conducteur, donc globalement. Et puis, si on prend ici cette map qui montre, je dirais, en bleu la transition énergétique, l'envers la transition digitale, donc vous voyez que vous avez un certain nombre d'éléments de la classification de Mendeleïev qui sont utilisés donc, pour les deux transitions. Donc, que les deux transitions utilisent beaucoup de métaux qui à la fois pour de l'énergie décarbonée, mais aussi pour les technologies digitales. Et ce qui est important de noter, c'est qu'on va extraire plus de minerais en 2050 que ce qui aura été extrait depuis le début de l'humanité et de l'histoire sur les matériaux majeurs, incluant par exemple le cuivre ou ce genre de choses.
Voilà. Donc il y aura un conflit d'usage qui va exploser et qui va mettre une très forte pression donc en compétition. Et donc vous voyez ici les trois, on classe les trois premiers, vous voyez sur le graphe par exemple sur l'extraction, vous voyez on classe les trois premiers pays, donc vous avez la liste des pays, par exemple sur le pétrole, on voit que les trois premiers représentaient un peu plus de 40%. Sur le gaz, les trois premiers représentent de l'ordre de un peu moins de 50%. Voilà. Et puis après, vous voyez que pour les matériaux utilisés, ben, finalement, c'est beaucoup plus moins dispersé sur la planète. Les terres rares, par exemple, ben, la Chine, c'est 60% des terres rares, et les trois premiers font plus de 80% donc, des terres rares. Le lithium, c'est encore pire. Vous voyez, on est à presque 90% en trois pays. Donc, ça pose des problèmes géopolitiques, ça crée des conflits entre pays. Et vous voyez, si vous parlez, une fois, il y a l'extraction, mais si vous parlez ensuite du traitement de ces matériaux pour les raffiner, la Chine est dominante. Donc, pour tout ce qui est semi-conducteur. Donc, voilà, dominante pour le cuivre, dominante pour le nickel, pour le cobalt, pour le lithium, pour les terres rares. Donc, et ça crée quand même des tensions géopolitiques importantes. Et vous voyez que la guerre économique entre les US et la Chine est beaucoup aussi sur l'accès aux composants. Donc, les US veulent limiter l'accès aux moyens de lithographie avancés de la Chine pour ralentir la Chine sur son développement de composants et sur son développement de solutions IA. Par ailleurs, la Chine amène des mesures de rétorsion donc sur ce qu'on appelle des bannes sur le germanium, le gallium ou sur d'autres matériaux. Donc voilà. Et puis vous voyez le conflit également donc en Ukraine, donc la négociation en Ukraine avec les États-Unis et l'Ukraine pour faire mettre un fin à la guerre, donc où les États américains cherchent à mettre la main sur les ressources de minerais donc de l'Ukraine très riche dans certains domaines. Donc voilà, vous avez 5 matériaux qui sont critiques, hein, donc ce qu'on a identifié. Donc l'indium, donc pour tous les écrans. Donc s'il n'y a pas d'indium, il n'y a plus de touchscreen. Donc tout ce qu'on connaît sur la manipulation de nos smartphones n'existera plus. S'il n'y a pas de gallium, on ne fabrique plus de smartphones, on ne fabrique plus d'ordinateurs portables. S'il n'y a pas de tantal, on ne fabrique pas de capacité. Donc on n'a plus de vidéo, on n'a plus de radiofréquence, on n'a plus de smartphone. Si on n'a plus de néodymium, on n'a plus de microphone. Donc c'est quand même embêtant. Et si on n'a pas de germanium, donc on n'a plus de semi-conducteur 3.5, on n'a plus de système fonctionnant de fibre optique et on n'a plus de composants infrarouges. Donc, voilà. Donc dans le domaine du semi-conducteur, vous avez une croissance des usages, donc on a de plus en plus besoin de composants. Donc c'est une bonne nouvelle pour notre industrie. Par contre, le nombre de composants explose et le chiffre d'affaires explose également. Le chiffre d'affaires va tripler d'ici 2035 par rapport à ce qui est aujourd'hui. On utilise de plus en plus d'eau et globalement, il y a quand même aujourd'hui une vraie tension sur l'eau. À Taïwan, quand il y a des périodes de sécheresse, ils sont obligés de réduire la consommation de la fable et de réduire la production des fables de TSMC. Donc ça crée des tensions géopolitiques et des compétitions donc, pour l'usage des ressources. Donc les technologies du numérique doivent prendre en compte l'empreinte environnementale et réduire leur empreinte environnementale au maximum. Donc, et puis, ce que l'on doit faire également, c'est aujourd'hui, les minerais qui sont extraits sont souvent extraits et les déchets sont souvent retraités dans des pays du tiers-monde, donc dans des conditions un peu insalubres. On a vu tous les images de petits enfants en Afrique sur les mines de cobalt, par exemple, qui chopaient le cancer extrêmement tôt. Donc, globalement, on doit tous être conscients de ces difficultés-là et de ces conditions, donc faire très attention aussi à recycler au maximum donc, tout ce que l'on peut. Et aujourd'hui, nous, on a lancé un grand débat à l'intérieur de nos salles blanches pour recycler au maximum tout ce que l'on peut et ne rien jeter et éviter, donc, je dirais, d'avoir à extraire de nouveaux minerais, puisque finalement, on s'aperçoit que dans le domaine du semi-conducteur, sur un composant fini, on exploite très peu de minerais, finalement, parce que les quantités sont extrêmement faibles. C'est souvent des couches minces. Donc, par contre, qu'est-ce qu'on fait?
On tartine un métal, par exemple, sur toute la plaque pour ensuite le graver avec des moyens de phytographie. Et donc, on rejette énormément donc, de minerais qui ne sont pas utilisés. Donc, on essaye de recycler tout ce qu'on rejette pour pouvoir le réutiliser et le ressourcer. Donc, ça, c'est une démarche importante qui est lancée. Donc, je vais essayer de conclure la présentation donc, là maintenant. Donc, globalement, on est leader de ce projet Genesis. Donc, c'est un projet important en montant financier, donc financé par la Commission européenne, avec 58 pays et 12 pays. Donc, on coordonne ce projet qui adresse à la fois ce qui se passe sous la fab et ce qui se passe dans la fab. Donc, on cherche à éliminer avoir des technologies de lithographie, de bonding et d'équipements qui sont plus phase-free, à limiter les gaz à effet de serre donc, qui sont émis, hein, en particulier sur tout ce qui est etching et cleaning. On développe des technologies qui sont soutenables au niveau front-end et back-end of line. On essaye d'optimiser l'usage des terres rares et donc limiter leur usage, gallium, germanium, etc. Et on essaye de promouvoir donc, des solutions donc, d'économie de matière, de monitoring, de filtration, d'absorption de solutions et de reuse au maximum. On essaye également de réduire nos gaz d'émission. On essaye d'avoir des solutions plus efficaces sur l'usage de certains gaz et on essaye d'utiliser de moins en moins d'eau. Donc, aujourd'hui, on a réduit assez drastiquement notre consommation d'eau sans perdre en productivité et sans limiter l'activité de notre femme, puisqu'on a 13 000 m² de salle blanche et 800 équipements. Donc, globalement, vous pouvez imaginer ce que ça consomme en énergie et en eau. Donc, on est très concentré aussi là-dessus. Donc, c'est majeur, c'est nécessaire pour l'industrie du semi-conducteur. C'est pour ça que l'Europe a financé ce gros projet. Et dans ce gros projet, il y a tous les acteurs européens clés qui sont là, y compris des centres de recherche et tous les industriels. Donc, la microélectronique, ça a toujours été pour augmenter la vitesse de fonctionnement, c'est améliorer les performances, miniaturiser ce qui donne une réduction de coût. Cette réduction de coût est importante pour disséminer donc, les composants et les semi-conducteurs partout dans le monde et d'offrir à tout le monde l'accès au numérique ou l'accès à une énergie décarbonée. Il y a deux approches qui sont devant nous. Une approche de déclinisme, par exemple, où certaines personnes peuvent penser que les nouvelles technologies et les nouveaux services n'apportent pas de services utiles à la planète et cherchent à réduire les performances ou à faire un retour en arrière. Donc, globalement. Il y a l'approche de l'athlète, qui est plutôt une approche de sobriété, qui cherche à maximiser ses performances avec un budget de ressources. Donc, c'est clairement là-dessus qu'on est parti, donc en cherchant à réduire au maximum donc, l'énergie et l'impact environnemental des composants électroniques, à la fois au niveau de l'usage, mais aussi au niveau de la fabrication de ces composants. Et on partage, je pense, un même challenge. On vit dans la montagne, donc on est très concentré par le changement climatique et on le voit clairement de plus en plus. Hein. À Grenoble, il fait de plus en plus chaud, il tombe de moins en moins d'eau l'été. Donc on a un challenge, donc c'est comment exploiter au mieux les avancées matérielles et logicielles et les nouvelles architectures de plus pour maîtriser la digitalisation et préserver la planète, tout en gagnant un facteur d'efficacité énergétique important, comme vous pouvez le voir, par 2032. Et si vous partagez la même vision, rejoignez-nous pour travailler avec nos équipes et avec nous sur ces sujets-là. Voilà, j'en ai terminé. Merci Jean-René. Est-ce qu'il y a des questions pour Jean-René avant qu'on ne se quitte? Tout ça a été très intense et je suis allé assez vite, donc n'hésitez pas à des questions. Il y a une question, une main levée et une question. Ah non, très instructif. Merci pour cette présentation. Donc la personne qui a levé la main, Monsieur Martos, si vous voulez poser votre question, allez-y. Oui, voilà, j'avais une question. J'étais absolument passionné par votre présentation. On a bien compris les enjeux avec des chiffres qui donnent le vertige au niveau consommation énergétique mondiale, les pétawatts, les hexawatts, etc., les yotawatts. Les deux dernières slides, vous parlez effectivement de l'antagonisme entre le pessimisme et l'approche athlète
sobriété, efficacité. Là, je vais vous poser une question. Je sais que vous n'aurez pas la réponse. Je vais sortir du cadre. Mais est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un effet rebond? Effectivement, vous visez trois décades d'amélioration, ce qui est dingue. C'est fabuleux comme enjeu, projet, etc. Ça donne une belle vision. Inévitablement, on va retomber par l'effet rebond. On va consommer autant. Ne croyez-vous pas? Il y a l'effet rebond, mais globalement, quelque part, de toute façon, aujourd'hui, alors l'effet rebond, oui, mais si on continue à avoir des puces GPU de Nvidia qui consomment 1000 watts et qui sont à 40 dollars pièce, on voit qu'on a deux impasses. On a une impasse énergétique et une impasse économique. Donc ça passe pas à l'échelle et on peut pas généraliser l'IA générative pour remplacer le moteur de recherche de Google. Donc effectivement, cet effet rebond, on est parfaitement conscient et on travaille bien sûr dessus. Mais l'idée, c'est aussi de regarder en quoi les nouveaux systèmes et les nouveaux services peuvent aussi contribuer donc, à apporter donc, des gains énergétiques dans d'autres domaines. Donc ça aussi, c'est quelque chose que souvent est très peu regardé. On voit le télétravail, par exemple, etc., qui a évité à un certain nombre de personnes de se déplacer, éviter des tonnes de CO2 générées par nos voitures, etc. Donc, c'est un problème complexe. Par contre, nous, on essaye de jouer à notre niveau, c'est-à-dire on n'est pas responsable et on ne peut pas jouer sur les services qui seront faits avec les technologies qu'on développe. Donc, puisque aujourd'hui, les GAFAM principalement qui font les services, c'est aussi à nous d'éduquer nos jeunes et de dire, une photo sur Facebook, c'est 4 ampoules de 20 watts pendant 1 heure. Voilà. Et donc, que regarder du streaming sur son portable, c'est énergétiquement une aberration. Donc voilà, c'est aussi à nous tous d'avoir une éducation de nos enfants, de nos habitudes, de se monitorer et de faire attention à ce qu'on fait. Donc voilà. Et donc, par contre, nous, en termes de pourvoyeurs de technologies, on essaye de faire des technologies qui vont être les plus sobres possibles, les plus frugales possibles, en matériaux, en énergie, tout en restant très performantes. Donc, c'est repenser les architectures de puces, parce que vous avez bien compris qu'aujourd'hui, les architectures de puces sont toutes basées sur les architectures de von Neumann, un processeur et une unité de calcul, et il faut changer de paradigme. Il faut changer de paradigme. J'en ai pas parlé, mais il faut aussi aller vers un calcul analogique, parfois un calcul analogique qui est beaucoup moins consommateur donc d'énergie qu'un calcul digital. Alors, vous voyez, quand vous avez un signal de capteur qui est analogique, vous commencez par le convertir en analogique numérique, vous avez un circuit qui le traite en numérique, et souvent, on repasse en analogique pour actionner un actionneur. Donc, la chaîne électronique, elle est à repenser complètement. Et le calcul analogique, souvent, par exemple, pour faire une corrélation, si je fais avec mes mémoires résistives, je fais la loi d'Ohm, U égale RI, et je fais la somme des courants, et avec la loi de Kirchhoff, et en faisant ça, quelque part, j'ai fait une corrélation qui a consommé 0 picojoule, et 0 nanojoule, et 0 femtojoule. Je l'ai gratuitement. Par contre, effectivement, comment on rend les poids programmables pour que la corrélation puisse être programmable et ne consommer rien quand l'algo tourne. Donc, c'est aussi des sujets comme cela qu'on est en train de regarder pour avoir des technologies les plus économes possibles. Cet effet rebond, il existera toujours. Je pense qu'après, on voit aujourd'hui, il y a quand même un changement des méthodes. On ne change plus notre smartphone tous les 2 ans. C'est pour ça que les baisses d'iPhone commencent à baisser et qu'Apple est en situation difficile. Parce que ça coûte trop cher. À 1 500 €, les dernières générations d'iPhone, tout le monde ne peut pas se le payer. Et puis 2, finalement, ça n'apporte pas grand-chose en plus par rapport à la génération d'avant. Voilà. Avant, il y avait le côté geek où il fallait avoir le dernier iPhone, etc. C'est un peu en train de passer. On voit un changement de philosophie se mettre en place et pas forcément des gens qui sont contre les technologies. Voilà, mais voilà. Par contre, vous posez un vrai problème, c'est l'usage des technologies et qu'est-ce qu'on en fait. Nous, on dit qu'il faut développer des services qui sont utiles et qui amènent donc un service et qui vont permettre de concevoir une planète qui sera neutre en termes de CO2, en termes de ressources abiotiques de la planète, etc. Okay. Par contre, c'est un changement majeur. C'est un changement de paradigme, tout à fait. Merci de votre réponse. Voilà.
Merci. Autre question d'Évangeline Bénevent. Merci pour votre présentation passionnante. Que pensez-vous des techniques de fabrication additive? Alors, oui, on voit que c'est des solutions qui commencent à arriver. Donc, pour de l'électronique, je dirais, on va dire basse performance, hein. Et on a beaucoup travaillé sur l'électronique organique, hein, donc grande surface. Donc, quand on cherche à avoir des transistors qui fonctionnent pas très très vite, ça marche bien et globalement, ça peut suffire. Après, ce qu'on a toujours pensé nous, que c'était des compléments à de la puissance de calcul, c'est-à-dire sur les grandes surfaces, pourquoi pas pour des écrans demain, apporter du vignettage pour apporter la puissance de calcul sur silicium au moment où on en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, on voit quand même des transistors qui ne vont pas dépasser du 10 MHz donc de fréquence d'horloge. Donc, parfois ça suffit, parfois ça ne suffit pas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions pour Jean-René? Non, je crois que nous sommes arrivés au bout. Merci Jean-René pour cette présentation très passionnante. Merci à vous tous Merci beaucoup. d'avoir Merci été beaucoup. Ouais. Non, c'est très bien comme initiative et à renouveler. En tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Alors, si vous avez besoin qu'on fasse cette présentation au sein de vos entreprises, on peut toujours avoir quelqu'un qui vient faire ce genre de présentation si vous avez besoin d'évangéliser ou de. Voilà, donc. Ouais. Non, mais merci beaucoup. Merci. Cette présentation a été enregistrée, donc vous pourrez la retrouver dans quelques jours sur notre site internet. De toute manière, et pour les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire, on vous enverra également la présentation de Jean-René qui vous a faite aujourd'hui. Super, merci beaucoup Sandrine. Merci. Avec plaisir, Jean. Merci à tous. À très bientôt. Je vous souhaite bonne soirée. Ouais. Voilà. Oui. Il ne faut pas tarder à arriver. Merci, au revoir. Merci. Bon été. Au revoir. Merci, au revoir. Bel été à tous.